Bonjour, la planète telle que nous la connaissons, avec la vie que nous lui connaissons, n'a pu se développer que grâce à l'énergie solaire. Au début de l'histoire de la Terre, des organismes ont été capables de maîtriser l'énergie solaire pour assurer leur développement par un processus appelé la photosynthèse. Quel lien peut-il y avoir entre la photosynthèse et les bioénergies? Dans cette séquence, je vais vous parler de la maîtrise de l'énergie solaire par la nature et je vais vous montrer en quoi la connaissance des mécanismes développés par la nature peut nous aider dans notre quête de nouvelles énergies. La photosynthèse est un ensemble de réactions qui utilisent l'énergie lumineuse pour transformer le gaz carbonique et l'eau en molécules complexes comme les sucres, avec une libération d'oxygène comme sous-produit. La photosynthèse, nous la voyons tous les jours dans les arbres, dans les prés, dans les champs. Au début de l'histoire de la Terre, les premiers organismes photosynthétiques sont des bactéries. Les cyanobactéries sont les premières cellules qui ont été capables d'utiliser la lumière pour extraire de l'eau les électrons nécessaires à leur développement. Ainsi, si vous regardez une feuille au microscope, vous vous apercevez qu'à l'intérieur de chaque cellule, vous avez des petits grains verts qu'on appelle des chloroplastes. En fait, ces chloroplastes sont d'anciennes cyanobactéries et c'est là qu'a lieu la photosynthèse dans les plantes. Ces chloroplastes sont verts parce qu'ils contiennent des chlorophylles, dessinés ici. Et les chlorophylles sont vertes parce qu'elles absorbent le rouge et le bleu. Donc la couleur qui reste est le vert. Les chlorophylles absorbent la lumière parce qu'elles ont des niveaux d'énergie électronique. Certains photons vont provoquer le passage de la chlorophylle d'un état électronique dit fondamental à un état électronique excité. Et c'est là que tout commence. Les chlorophylles ne sont pas libres dans la cellule. Elles sont liées à des protéines, elles-mêmes ancrées dans la membrane des chloroplastes qu'on appelle membrane photosynthétique. Quand un photon arrive sur cette membrane, il va être absorbé par une chlorophylle liée à une protéine dite collectrice de lumière. C'est la première conversion énergétique. L'énergie lumineuse du photon est convertie en énergie d'excitation. Dans la membrane, il y a de nombreuses molécules de chlorophylle, et donc l'état excité présent sur une chlorophylle va voyager de chlorophylle en chlorophylle à travers la membrane. C'est ce qu'on appelle le transport de l'énergie d'excitation, qui va voyager sur 100 ou 200 sites, jusqu'à arriver à une protéine particulière, représentée ici en jaune, appelée le centre réactionnel. À ce niveau, une chlorophylle particulière va expulser un électron vers une autre molécule quand elle est excitée. Cette expulsion crée une paire de charges. Il s'agit là de la deuxième conversion de l'énergie d'excitation à l'énergie de potentiel chimique. L'électron expulsé va passer tout le long d'une chaîne de transporteurs qui vont lui faire traverser la membrane, ce qui va créer un minuscule condensateur. Voyons ça de plus près. Vous voyez ici la structure tridimensionnelle d'un de ces centres réactionnels résolus par cristallographie. Il s'agit du photosystème 2, un des photosystèmes des plantes. Chaque couleur représente une chaîne polypeptidique. C'est un assemblage avec de très nombreux composants, certains solubles, d'autres membranaires, comme toutes les petites hélices qui représentent la partie de la protéine ancrée dans la membrane photosynthétique. Les petites sphères vertes que vous voyez ici représentent les cofacteurs, essentiellement des chlorophylles. Observons les cofacteurs sans les chaînes protéiques. En vert, vous avez un premier groupe de chlorophylle, c'est là où se fait la séparation de charge. Ce groupe de chlorophylle donne un électron à une chlorophylle un peu modifiée, en bleu clair sur ce schéma. Puis l'électron passe à une première quinone, puis à une deuxième quinone, en mauve sur le schéma. On a ainsi une séparation de charge à travers la membrane. Mais au niveau du premier groupe de chlorophylle, on a un déficit en électrons et il va donc falloir recharger le système. L'apport d'électrons va venir d'un complexe un peu particulier, appelé cluster de manganèse et qui est constitué de 4 atomes de manganèse. Ainsi, le système fonctionnait encore. Un deuxième photon arrive, un deuxième électron est transporté jusqu'à la deuxième quinone. Quand celle-ci a récupéré 2 charges, elle quitte le centre réactionnel et elle est remplacée par une quinone neutre. Le système va donc accueillir ainsi 4 quantas d'excitation. La quinone cubée va se séparer du système photoréactionnel tous les 2 électrons et le complexe de manganèse va stocker 4 charges. Au bout de 4 excitations, le cluster de manganèse aura accumulé 4 charges. Ce cluster fait de l'oxygène à partir de 2 molécules d'eau et de 4 électrons. Mais que se passe-t-il exactement au niveau de ce cluster de manganèse? Entre le cluster de manganèse et le groupe primaire de chlorophylle, 2 résidus se font face, une tyrosine et une histidine. Un zoom sur ces 2 résidus montre qu'entre l'oxygène de la tyrosine et un azote de l'histidine, il y a un partage de protons. Et selon le passage de la charge, ce proton normalement lié à l'oxygène de la tyrosine est capable de passer au moins partiellement sur l'azote de l'imidazole. C'est ce qu'on appelle un proton qui bouge, un rocking proton. Nous verrons un peu plus loin que ce proton qui bouge
est une source d'inspiration très intéressante pour les chimistes. Une fois que la quinone a quitté le centre photoréactionnel, les électrons commencent un long voyage à travers la membrane jusqu'à un deuxième photosystème dont l'organisation des pigments est assez similaire au premier. Le premier photosystème a un potentiel redox très élevé, il est très oxydant. Le deuxième photosystème, au contraire, va produire des électrons à très bas potentiel. C'est un système réducteur. La combinaison de ces deux systèmes est idéale pour faire de la chimie. L'hydrolyse de l'eau va induire un excès de protons. Ces protons vont rejoindre une autre protéine, l'ATP synthase, qui va produire de l'ATP à partir de l'ADP et de protons. Les électrons émis par le photosystème 1 sont pris en charge par une toute petite protéine, la ferrédoxine. En général, elle donne ces électrons à la FNR, la ferrédoxine d'ATP réductase, qui va fabriquer du NADPH. Ce fuel sera la base avec l'ATP pour synthétiser des sucres. La ferrédoxine, en fait, est un véritable carrefour. Selon les besoins métaboliques de l'organisme photosynthétique, elle va donner ses électrons soit à un partenaire, soit à un autre. Dans les conditions normales, elle donne ses électrons à la ferrédoxine d'ADP réductase, qui fabrique du NADPH à la base de la synthèse des sucres. Mais dans certaines conditions, elle peut donner ses électrons à une hydrogénase en bleu ici. Cette hydrogénase va utiliser les protons du milieu en blanc pour faire de l'hydrogène. Donc selon les conditions, on va avoir des bilans différents de la photosynthèse. Dans les conditions normales, nous sommes partis de la lumière, de l'eau, du NADP+, et de l'ADP pour aller vers de l'oxygène, de l'ATP et du NADPH. L'oxygène est en fait un déchet de la photosynthèse. Les organismes produisent de l'oxygène parce qu'ils ont besoin d'eau pour produire des électrons. Mais ils ne l'utilisent pas. Heureusement pour nous, ils en ont produit suffisamment pour que nous puissions respirer aujourd'hui. En utilisant le gaz carbonique de l'atmosphère et un cycle réactionnel appelé cycle de Calvin, l'ATP et le NADPH vont permettre de produire des sucres. Dans des conditions de stress, on part toujours de la lumière, de l'eau, du NADP+, et de l'ADP. Mais cette fois-ci, on va produire de l'oxygène, de l'ATP et de l'hydrogène. On a produit de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et ça, c'est très important, et ça va nous être très utile. En quoi le mécanisme de la photosynthèse peut-il nous intéresser? Actuellement, nous consommons environ 15 TWh par an, et nous aurons besoin d'environ 30 TWh minimum par an en 2050. Pour produire les 15 TWh manquants d'ici 2050, il existe des solutions. Parmi ces solutions, l'utilisation de carburants fossiles nous fait rejeter dans l'atmosphère du gaz carbonique qui a été stocké il y a des millions d'années. À force de rejeter ce gaz carbonique, on perturbe de façon significative la composition atmosphérique de la Terre. Actuellement, nous avons dépassé les 400 parties par million de gaz carbonique. Or, on sait que depuis 400 000 ans, nous n'avons jamais dépassé 300 parties par million. C'est-à-dire que la manière dont nous avons perturbé l'atmosphère terrestre n'a jamais été présente sur la Terre depuis 400 000 ans. La question qui nous préoccupe maintenant est donc, est-ce qu'on doit se préoccuper de la quantité de gaz carbonique et de son effet sur le climat? Pour répondre à cela, l'argument essentiel vient de la notion du One-Time Planet Scale Experiment de Nathan Lewis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que vont être les conséquences de l'augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais on sait une chose avec certitude, c'est que c'est une expérience qu'on ne pourra faire qu'une fois et qu'on la fera à l'échelle de la planète. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que nous devons nous préoccuper du climat parce que nous devons nous préoccuper d'une expérience que nous ne pourrons pas faire deux fois et que nous léguerons aux générations futures. Donc notre recherche des térawatts manquants, nous allons devoir tenir compte des conséquences sur le climat. Et pour cela, nous allons nous intéresser à l'énergie solaire. L'énergie solaire qui arrive sur la Terre est énorme, 10 000 térawatts par an. Pratiquement, on peut en récupérer environ 600 térawatts par an. Ce qu'il faut retenir, c'est que 10 minutes d'éclairement de la planète par an représentent l'énergie dont l'humanité a besoin par an en 2050. C'est donc là une source énergétique gigantesque. Le solaire est à même de fournir à l'humanité l'énergie dont elle a besoin en 2050 et dans les années qui suivent. Actuellement, on exploite le solaire en faisant du photovoltaïque. On le fait de mieux en mieux et à des coûts de plus en plus faibles. Le problème est que s'il n'y a pas toujours de soleil et qu'on a besoin de stocker l'électricité. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire pour des téléphones avec des petites batteries, mais à l'échelle d'une ville, le stockage est beaucoup plus complexe. Comment stocker de l'électricité? Une manière serait de décomposer l'eau. On fait de l'électricité, avec l'électricité, on fait l'hydrolyse de l'eau, et quand on a fait l'hydrolyse de l'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. À partir de l'hydrogène, les chimistes savent faire du méthane, par exemple, qu'on peut mettre dans les tuyaux pour faire du gaz de ville. Mais on ne sait pas décomposer l'eau correctement.
Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la photosynthèse. Qu'est-ce que la photosynthèse peut nous inspirer comme stratégie d'utilisation de l'énergie solaire? Il y en a plusieurs. La plus simple est d'améliorer notre utilisation de la photosynthèse naturelle. C'est ce qu'on appelle la production de biomasse. Il y a des expériences en cours, en particulier en utilisant des micro-organismes. Ici, vous avez un lac de 350 hectares dans lequel on fait des expériences de production de biomasse à très haut rendement avec des micro-organismes qu'on sélectionne. Mais il y a des limitations, parce que quand on fait de l'agriculture intensive, il y a des maladies qui s'installent. Une solution alternative, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle, qui consiste à produire directement des carburants à partir de l'énergie solaire, comme le font les organismes photosynthétiques. Donc il faut faire l'hydrolyse de l'eau comme les organismes photosynthétiques la font, c'est-à-dire avec un grand rendement énergétique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a une séparation de charge avec des électrons qui passent dans des quinones, le cluster de manganèse fait l'électrolyse de l'eau. On va essayer de synthétiser un système un peu équivalent, un système photoactivable, un donneur pour que 4 électrons puissent partir et un cluster de manganèse qui oxyde l'eau. On va caractériser les premiers systèmes, interpréter comment ils fonctionnent, comment ils marchent, revenir à la compréhension, faire un cycle, jusqu'à obtenir quelque chose qui va nous convenir. Actuellement, on arrive à faire des catalyseurs à base de manganèse, mais on a du mal à le faire en photocatalyse, parce qu'on ne sait pas complètement maîtriser les protons. La nature maîtrise les protons. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, c'est ce qu'on a vu avec le proton qui bouge, le rocking proton. Selon le passage de la charge, ce proton normalement lié à l'oxygène de la tyrosine est capable de passer sur l'azote de l'imidazole. Ce système constitue en fait un relais, une porte électronique dont les chimistes sont inspirés. Les chimistes sont inspirés de ce système en créant une molécule qui reproduit ce type de balancement de protons. Et quand on met ce type de relais électronique entre un centre catalytique et un système photoactif, on a un bien meilleur passage de l'électron, bien plus unilatéral, et on peut créer un photocatalyseur à 2 électrons. Donc regardez comment la nature fonctionne a du sens, puisque ce type de relais électronique est maintenant présent dans la plupart des photocatalyseurs que les gens fabriquent. Donc nous avons des photocatalyseurs qui dissocient l'eau. L'objectif maintenant est de greffer ces photocatalyseurs sur des électrodes. Ainsi, on pourrait fabriquer du courant en même temps qu'on décompose l'eau et en même temps qu'on fabrique l'hydrogène utilisé pour les carburants. C'est ce qu'on appelle la conception d'une feuille artificielle, un système qui permettrait de décomposer l'eau à partir de l'énergie solaire. Si on arrive à faire ça à bas coût, le problème de l'énergie de la planète dans les années à venir est résolu. On n'est plus très loin du but. Les photocatalyseurs avancent à une grande vitesse. Je dois dire, il en est vraiment temps, car la quantité de CO2 dans l'atmosphère nous pousse à trouver rapidement une solution qui soit la bonne solution. Cet exemple vous montre bien à quel point la compréhension des solutions énergétiques que la nature a développées peut nous permettre de répondre à nos plus grandes préoccupations actuelles.